Alors, bonjour tout le monde pour cet enregistrement de podcast de Grand Entretien du Living Lab Charlevoix. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir quelqu'un de local de Charlevoix, une personne vraiment importante dans la région et pour nous au Living Lab, le maire de Baie-Saint-Paul, Michaël Pilote. Alors, Michaël Pilote est élu depuis 1 an et demi, est maire depuis 1 an et demi à Baie-Saint-Paul. Il y a aussi la particularité, on ne sait pas si c'est une première au Québec pour un maire, mais il est aussi infirmier à l'urgence de Baie-Saint-Paul. Donc, il y a cette opportunité de voir ce qui se passe sur le terrain. Et donc, c'est très intéressant sa situation. Alors, sans plus tarder, Michaël, on va se tutoyer, donc on se tutoie dans la vraie vie, là. Michaël, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien, une belle journée, le lendemain de tempête. Ça va bien de ton côté aussi, Richard? Ça va super bien, Michaël. Imagine qu'aujourd'hui, je suis parti de Beaupré, où j'habite, pour aller faire une descente au massif. Peut-être, il était 9h, 8h45 à peu près. Donc, 50 centimètres de neige, c'est quand même assez rare et c'est extraordinaire. Je ne sais pas si tu as eu la chance de faire du ski ce matin. Non, 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 ce matin, là, c'était des rencontres avec notre député fédéral et après ça, une formation en mesure d'urgence. Donc, je n'ai pas eu la chance d'aller en ski là, ce matin. Tu n'as pas eu la chance de faire du ski, mais hier, tu as travaillé au déneigement. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ça a été remarqué. On nous en a parlé. Tu as embarqué dans une déneigeuse et pour voir, tu sais, on entend partout les problèmes de déneigement. Et là, toi, tu as décidé d'embarquer. Et ça en dit beaucoup. Explique-nous ça. C'est quand même, on commence comme ça. Bien, je suis quelqu'un qui aime ça, voir comment ça se passe sur le terrain. Puis, tu sais, je pense que ça aussi, en santé, on devrait le faire régulièrement. Et là, je voulais voir comment ça se passe dans une opération de déneigement. Donc, ça s'est organisé avec le service des travaux publics et j'ai accompagné là, un déneigeur là, de notre service là, hier soir là, durant la tempête où j'ai pu voir de la façon que le déneigement s'effectuait là, sur les différents tronçons routiers. Et souvent, lorsqu'on est à la maison et qu'on va passer la déneigeuse, bien, ça a l'air pas mal plus facile, mais les gens là, qui sont responsables des opérations de déneigement sur le territoire là, ont mon profond respect puisque ça prend quand même là, tout un bon conducteur là, pour être en mesure de bien manœuvrer là, ce grand camion. Alors, justement, hier, puisque 50 centimètres, je ne sais pas si c'était 50 centimètres en dehors du massif de Charlevoix, mais bref, c'est en 40 à 50, on va dire. C'est quand même beaucoup de neige en peu de temps. Et il y a combien de camions qui font ça? Est-ce que tu as surveillé, t'es embarqué pour la ville ou sur les routes? J'étais sur le territoire qui est déneigé par la ville et là, moi, évidemment, là, hier soir, il y avait 3 camions là, par la ville là, qui étaient en opération. Moi, j'accompagnais là, le déneigeur qui s'occupait là, du secteur 1, donc dans une partie rurale de Baie-Saint-Paul, où il y a quand même plusieurs côtes. Là, on parle de la côte Sainte-Croix, la côte Saint-Tour, Laurent-Saint-Laurent et tout ce qui est le secteur de le Capot-Corbeau, tout ça. Donc, c'est quand même là, des côtes qui sont importantes où les déneigeurs là, doivent passer quand même, là, mettre là, du sable, là, des abrasifs là, pour être en mesure de sécuriser le tout. Et c'est le fun de voir ça, là, que les déneigeurs aussi, là, ils prennent ça vraiment à cœur et ne veulent pas perdre leur route, comme ils disent. Là, si il neige quand même beaucoup et qu'ils n'ont pas le temps de repasser, puis que là, il y a beaucoup de neige sur la chaussée, qu'ils sont en train là, de perdre le contrôle, si on peut dire, bien, ça, eux, c'est ce qu'ils veulent éviter. Et hier, j'ai été en mesure de voir là, vraiment là, des gens consciencieux et qui veulent là, apporter un service de qualité là, aux citoyens de Baie-Saint-Paul. Et donc, tu sens comme une pression, un peu comme du personnel de l'hôpital. C'est comme, il y a comme une urgence, il neige en tabarouette. Puis là, ils veulent s'assurer que c'est bien couvert, on ne sait jamais, peut-être qu'une ambulance va passer là. Et donc, tu sentais vraiment ce sentiment, j'ai l'impression d'être un peu dans leur peau, là. Ils ont comme une responsabilité, c'est des gens très consciencieux. Puis... Oui, bien, je pense que quand tu travailles dans le service public, que tu travailles dans un centre commercial, que tu travailles comme policier dans un centre hospitalier, en ambulance, sur une déneigeuse,
que tu veux, c'est que le service aux citoyens soit le plus efficient, le plus efficace, et que le citoyen soit heureux de consommer son service. Donc, c'est ça, de voir une personne qui se préoccupe du réseau routier, ben, moi, ça me rappelle, comme tu dis, Richard, un petit peu à l'hôpital, lorsqu'on veut faire notre maximum pour aider la personne qui vit une problématique de santé. Là, juste ce geste-là d'aller voir sur le terrain, c'est quelque chose qu'on fait pas, qu'on voit pas souvent en leadership, et c'est quand même une qualité. Henry Mintzberg en parle beaucoup. Tu sais, il faut que tu ailles sur le terrain, il faut que tu ailles voir ce qui se passe, il faut peut-être te placer dans la peau des gens. Malheureusement, ça se fait peut-être pas assez souvent. C'est sûr que ça prend du temps faire ça. Tu peux pas le faire tout le temps partout. Mais qu'est-ce que tu penses de ça, de faire ça? Qu'est-ce que ça te donne, toi? Qu'est-ce que tu as vu hier que tu n'aurais pas vu, mettons? Mais ça vient enrichir notre vision. Et je pense qu'un bon leader doit être en mesure, de bien s'entourer. La qualité première d'un leader, je crois que c'est de bien s'entourer, mais en même temps, c'est de savoir de quoi on parle. On ne peut pas être en mesure de tout maîtriser parfaitement nos dossiers, mais c'est clair qu'il faut aller voir à la base aussi comment ça se passe. Moi, j'ai bien beau être à la tête de la ville, puis d'être dans mon bureau et de prendre de grandes décisions, de modifier notre législation, mais si je ne sais pas de quoi je parle, c'est un petit peu difficile. Et oui, on a des gens dans notre équipe qui nous amènent les projets et qui sont nos yeux sur le terrain, mais c'est important au moins d'avoir une idée de comment ça se passe. Et on voit des fois différents citoyens qui nous apportent des commentaires ou je voudrais me plaindre de telle chose, mais là, en allant voir l'autre côté de la médaille, bien, ça nous permet d'avoir une tête un petit peu, là, de se faire une tête sur l'idée, puis d'être en mesure de mesurer les deux côtés de la médaille. Puisque lorsqu'on a juste un côté, bien, c'était difficile. Et lorsqu'on veut arriver aussi pour implanter des changements, bien, là, ça me permet de mieux mesurer la façon aussi que ça se déroule directement sur le terrain. Ça arrive que des changements sont imposés. Des fois, là, les gens vont se dire, ben là, ça n'a pas de bon sens. On a déjà de la broue dans le toupette. On a tout ça à faire. On a ça à faire. Bien, là, quand on va directement voir sur le terrain, bien, on a vraiment la réalité et on voit ce que les employés, à quoi ils sont confrontés. Donc, je crois que ça devrait se faire de plus en plus dans les différentes organisations, que les leaders là, qui sont à la haute direction puissent, là, évidemment, ce n'est pas à chaque jour, mais au moins là, à l'occasion, à aller s'inspirer de comment ça se passe directement sur le terrain et d'échanger avec les employés aussi. Hein. Dans une organisation, ce n'est pas seulement qu'une personne. Moi, je dis toujours qu'à l'hôtel de ville, je suis que de passage. Hein. Je ne suis pas le propriétaire de la ville. Oui, j'en suis le premier dirigeant, mais en même temps, je suis là pour une période X. C'est un mandat qui m'est donné par la population et c'est la maison du peuple. Donc, en même temps, tout le monde est important. Dans une organisation, il n'y a pas seulement que la direction qui est importante. Toutes les personnes qui travaillent dans un établissement sont importantes et chacun a son expertise, chacun a ses idées. Donc, de pouvoir échanger avec les gens là, qui sont en train de fournir le service, bien, ça nous permet aussi de changer des fois nos perceptions et d'améliorer aussi les changements qu'on veut là, apporter à l'organisation. Michael, on sent que tu es passionné, mais on a eu aussi la chance de discuter ensemble dans d'autres contextes là, de ça, pourquoi tu voulais être maire. Mais j'aimerais ça que tu le dises aux gens, parce que c'est quand même, tu as quand même une carrière d'infirmier, tu aurais pu faire ça, mais en plus, tu étais conseiller municipal pendant 4 ans avant de devenir maire, tu étais là. Explique-nous un peu ton rêve de devenir. Est-ce que c'était un rêve d'abord d'être maire? Bien, j'ai toujours aimé ça m'impliquer. Ce n'est pas d'hier que je m'implique dans ma collectivité, mais c'est clair que si je me reporte de quelques années, jamais j'aurais cru que j'allais être maire de la ville de Baie-Saint-Paul et que j'allais m'impliquer dans la communauté. Ça, oui, c'est une continuité. Là. J'étais au conseil étudiant là, à l'école primaire, à l'école secondaire. Je me suis impliqué dans le milieu communautaire avec Ambulance Saint-Jean aussi là, pendant une certaine période. Par la suite, je voyais autour de l'année 2016, là, en prévision des élections municipales de 2017, qu'il y avait beaucoup de jeunes qui quittaient Baie-Saint-Paul. On avait un problème d'attraction, un problème de rétention. Et là, je me disais, ben, je crois que ça prendrait peut-être aussi là, des gens là, de ma génération qui s'impliquent en politique
puisque je voyais ça que c'était pratiquement, là, c'est pas un insulte, mais c'était pratiquement un club de retraités là, qui était là, au conseil municipal. Moi, j'étais dans la vingtaine et je crois que la personne qui se rapprochait de moi était dans la soixantaine. Donc, il n'y avait pas personne trentaine, quarantaine, cinquantaine. Et en même temps, un conseil municipal se doit d'être hétérogène, hein? C'est de représenter la population. Puis la population, bien, c'est une diversité, oui, en termes d'éducation, en termes d'hommes, de femmes, de jeunes, de personnes aînées, des bagages de vie qui sont différents. Et là, j'ai dit, bon, ben, tant qu'à être à la maison, puis souvent, des fois, on commente, hein, ça, être gérant d'estrade, c'est toujours arrivé, ça s'est arrivé à tous et chacun de dire, ah, il y a le gouvernement, la ville devrait faire ci, devrait faire ça. Mais lorsqu'on est dans notre salon, ben, on n'a pas une grande influence. Des fois, il y en a qui vont dire, je vais prendre les médias sociaux, je vais aller commenter, peut-être une plus grande influence, mais encore là, ce n'est pas la voie là, la plus facilitante là, pour amener des changements. Donc, j'ai dit, ben, je vais essayer, je vais me présenter en politique municipale et je vais essayer de changer du moins là, quelques dossiers, puisqu'on ne peut pas tout changer le monde non plus, là, même si on est en politique. Donc, j'ai réussi là, à atterrir au conseil municipal en 2017 comme conseiller. J'ai fait un mandat de 4 ans. Par la suite, le maire de l'époque, M. Fortin, là, avait décidé là, de ne pas se représenter là, après une carrière là, de près d'une trentaine d'années là, comme maire. Et là, j'ai entamé une réflexion là, chez moi. Là. Plusieurs personnes aussi me voyaient là, dans cette fonction. Donc, avec une réflexion de quelques mois. Et c'est quand même, tu parlais tantôt, Richard, là, avec ma profession d'infirmier, ben, c'est clair que là, c'est une grande remise en question, puisque c'est une décision là, qui est pas sans impact. Là. Au niveau, oui, je peux maintenir là, ma profession d'infirmier en étant membre de l'ordre, en effectuant certaines formations continues, mais c'est clair qu'au niveau professionnel, là, c'est une grande réflexion, puisque c'est pas la même chose. Je dois faire un choix, lesquelles professions que là, je mets en premier, lesquelles qui est en second. Il y a de la famille aussi qui est là-dedans, les amis, puisque là, tu deviens avec une vie qui est publique. Là. Présentement, je vais à l'épicerie, on m'arrête dans les allées. Le soir, tu prends une marche, les gens aussi vont jaser avec toi. Fait que c'est sûr que c'est des grands questionnements et il faut trouver des réponses à ces questions. Donc, j'ai pris la décision de me présenter comme maire de la ville de Baie-Saint-Paul. Je me disais en même temps, je pense qu'il y avait un certain momentum aussi là, de changement de génération. On l'a vu au Québec. Hein, il y a eu plusieurs jeunes maires là, qui ont été élus là, à l'élection de novembre 2021. Là, quand je pense à Longueuil aussi, la mairesse Catherine Fournier, la plus jeune mairesse aussi du Québec, à Chapais, là, qui a, je crois, 20 ans. Donc, il y a eu quand même plusieurs jeunes maires qui ont été élus à travers le territoire québécois. Et c'est ça, ça a marché. Donc, moi, j'ai fait le choix de dire, bon, bien, je veux aller maintenant à temps complet, puisque conseiller, c'est à temps partiel. Je réussissais là, à être infirmier à temps complet. Là, j'ai fait vraiment l'inverse. Là. Je suis maire à temps plein de la ville de Baie-Saint-Paul et j'ai décidé de mettre ma profession d'infirmier là, en second. Donc, c'est clair que je veux demeurer infirmier, mais en même temps, là, je sais que présentement, mon rôle de leader de la vie municipale à Baie-Saint-Paul m'amène à m'impliquer sur différentes scènes, que ce soit local, que ce soit régional, national. Et c'est vraiment, c'est ça. On va voir qu'est-ce que l'avenir va réserver, mais présentement, là, je crois que je suis bien utile dans mon rôle d'élu politique. Et la politique, là, ce que je découvre au fil du temps, c'est que ça ressemble au domaine de la santé. Hein. On est là Ah pour aider les oui? gens. On est là OK. pour aider les gens, mais des fois d'une façon différente. Et les gens, des fois, seraient surpris de savoir là, qu'est-ce que les gens peuvent, qu'est-ce qu'un maire fait dans une journée et quel type de problème un maire est confronté. Tu sais, des fois, il y a des gens qui m'appellent en pleurant, qui n'ont pas de logement. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Donc, là, tes aides, tes réfères à des ressources. Des gens aussi là, qui veulent pour faire cheminer un événement. Et en santé, on est quand même partenaire. Hein, le CIUS de la capitale nationale, je suis en collaboration quand même assez régulièrement avec eux. Encore hier, je rencontrais des équipes, que ce soit avec le PDG adjoint, des directeurs. On a des communications qui sont assez fréquentes et j'aide les gens encore, sauf d'une façon qui est différente. Évidemment, là, je ne fais pas de prise de sang et je n'installe pas de soluté dans l'hôtel de ville, mais en même temps, j'aide les gens et à chaque jour, lorsque les gens partent de notre bureau, ben, les gens sont contents là, du moins de l'écoute qu'on peut avoir envers eux et du cheminement qu'on peut faire là, pour leur dossier. Ça me paraît fascinant et ça me paraît quelque chose encore plus qui te passionne. Et on reconnaît en fait le fait que tu y vois la possibilité d'aider des gens. Et justement, on parlait de ça dans l'entrevue hier avec Tim Evans, que si les gens font
ce qu'ils font encore dans le domaine de la santé, c'est qu'il y a un bonheur profond à aider quelqu'un d'autre et je suis content que tu le retrouves aussi en tant que mère et j'ai aucun doute là-dessus. Et la politique, bien, il y en a dans le domaine, dans un hôpital, dans un CIS et votre région en vit toujours des politiques là, entre les différentes municipalités, le partage de ressources dans une région, surtout en contexte de pénurie d'emploi. Et ce n'est pas toujours facile. D'ailleurs, j'aimerais juste t'amener sur un sujet dans lequel nous, on s'était impliqués avec une cohorte d'étudiants en médecine. C'était l'été 2021. Donc, on annonçait la fermeture imminente de l'urgence. Tu as vu ça, tu étais conseiller municipal. On a même interviewé Jean Fortin dans le Living Lab, une entrevue un peu comme toi aujourd'hui, dans ce contexte de crise-là. Et donc, on annonce la fermeture de l'urgence. Qu'est-ce qui te passait par la tête quand tu voyais ça? Est-ce que tu disais, mon Dieu, ça va être une catastrophe pour la population? Bien, c'est sûr que ça nous inquiétait. Lorsqu'on a vu ça, on se disait, oh, de quelle façon que ça va déboucher, parce que c'est clair que là, on se dit, ben, on est une ville qui est touristique, hein, une région aussi, pas juste Baie-Saint-Paul, puis l'hôpital ne dessert pas seulement que la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, on se demandait qu'est-ce qui allait arriver. C'est quand même, et pour nos parents, pour notre famille, lorsqu'on vient d'ici et que tout notre réseautage est établi principalement ici, ben, ça peut arriver, il n'y a pas personne à l'abri hein, de notre famille qui peut avoir un infarctus, un AVC, un enfant aussi là, qui se blesse, tout ça, un accident de vélo. Donc, ça créait une certaine anxiété et je ne suis pas un anxieux de nature, mais là, on commence à se poser des questions, mais puis lorsqu'on perd un service, ben, est-ce qu'il va revenir de la façon que ça va se dérouler? Donc, c'est clair que ça avait amené des appréhensions et au niveau des aînés dans notre population, on le sentait, hein, les gens nous abordaient, puis même il y a des gens qui nous disaient ah ben là, je vais vivre de l'anxiété tout l'été, puis je pense que les clientèles vulnérables trouvaient ça, là, commençaient déjà là, à être bien anxieuses et à se faire des scénarios dans leur tête. Donc, il y a eu lieu de se mobiliser en même temps et de faire en sorte de changer cette décision. Et on l'a vu, hein, lorsqu'on se mobilise et qu'on arrive aussi avec des solutions, c'est sûr que de mobiliser pour critiquer, ça, c'est une chose, puis souvent, là, par expérience, ça ne donne pas grand-chose. Mais lorsqu'on se mobilise puis qu'on arrive avec des solutions, ben, c'est là qu'on est capable, après ça, de faire changer la donne. Et dans ce dossier précis à quoi tu fais référence, bien, on l'a vu, les gens des équipes hospitalières de l'urgence de Baie-Saint-Paul, entre autres, du personnel infirmier, sont arrivés, ils ont dit on va faire les horaires nous-mêmes, on va proposer des horaires, puis tout d'un coup, ça a marché. Il y avait des gens qui disaient de la haute des porte-paroles de l'établissement ah, tout a été essayé, puis c'est vraiment une situation de dernier recours, puis si on est rendu là, c'est pas de gaieté de cœur, mais c'est vraiment là, c'est le plan Z, mais c'est drôle, tout d'un coup, les gens se sont mobilisés, sont arrivés avec des solutions qui étaient innovantes et même que le ministre de la Santé et des Services sociaux a été en mesure de reconnaître par la suite que c'était vraiment de l'innovation. Ça a fait des articles au national et on a été en mesure de maintenir les 2 urgences là, de Charlevoix durant la saison estivale 2021. Donc, c'est ça, je pense qu'il faut réfléchir et réfléchir aussi collectivement et être transparent aussi. Là. C'est sûr que lorsqu'on dit aux gens vraiment, là, si on n'a pas de personnel, ben, on risque la fermeture. Ben, des fois, les gens aussi vont se dire, ah, ben là, si on risque la fermeture, ben, je vais peut-être donner des disponibilités en temps supplémentaire. Mais je crois que toute cette saga-là là, de l'été 2021, ça a donné, là, on apprend de nos erreurs. Hein. Souvent aussi, je mentionne, de faire des erreurs, c'est pas grave, mais il ne faut pas leur faire 2 fois. Il faut en reparler par la suite puis retrouver les façons qu'on ne fera pas 2 fois la même erreur. Et je pense que que ce soit le CIUS ou ses partenaires, cet exemple-là a servi par la suite là, de refaire les devoirs et de ne pas retomber là, dans ce grand précipice-là où on a failli tomber là, à l'été 2021. Et maintenant, on est en mesure de faire des choix aussi et de maintenir là, des services qui sont primaires, à mon avis, là, que sont les services d'urgence. Et c'était, en tout cas, tu fais partie des infirmiers et infirmières de l'urgence. Donc, pour nous, on en a parlé aussi dans les médias, on a parlé entre nous, les chercheurs. On pense qu'il y a un aspect même héroïque. Là, il manquait 300 gardes. Les gens ont dit, tu sais, je vais y aller. Puis les infirmières, en bout de ligne, vraiment, comme tu as dit, tu sais, à quelque part, on dit, d'aucune façon, je vais fermer ça parce que c'est mes proches, c'est mes amis. Je sais qui peut arriver après 8 heures du soir.
Ceci étant dit, cette décision-là, c'est intéressant parce que même les gestionnaires infirmiers, comme Donald en a parlé ouvertement, a dit, écoute, on n'avait pas anticipé toute cette mobilisation, aussi cette créativité-là, de l'ouverture même de la haute direction. Bon, je ne sais pas jusqu'à quel point les syndicats ont été consultés là-dedans, là, mais bref, je pense que les gens étaient convaincus que ça ne fonctionnerait pas, qu'il n'y avait aucune façon de combler 300 gardes l'été et que, dans le fond, c'était année après année, on était toujours en pénurie, puis que c'était comme, dans le fond, ça va être un wake-up call, puis on va voir ce qui va se passer. Mais on se rend compte jusqu'à quel point, dans un système quand même centralisé, jusqu'à quel point les gens, et ce n'est pas une critique, mais les gens n'ont peut-être pas toute la notion de la complexité d'une décision comme ça. Donc, de fermer un service à peu de préavis, ce n'est pas 6 mois de préavis, c'est des semaines de préavis, même pas 2 semaines de préavis. Et comment, finalement, tous les plans B reliés à ça ne sont pas toujours bien ficelés. Et comment, dans le fond, c'est quand même préoccupant et comment la population s'est mobilisée. Mais comment aussi le maire Fortin, des conseillers municipaux, les citoyens, même la députée Emily Foster, les gens se sont mobilisés pour appuyer les infirmières, trouver des solutions. Ça a été quand même assez spectaculaire et surtout pour dire, faites pas ça. Trouvez d'autres façons de le faire. Là, ce que je peux dire, c'est que probablement que cette situation-là a fait réfléchir le ministère à 2 niveaux. Un, au niveau des solutions créatives. Donc, tu peux demander aux gens de trouver des solutions, puis ils vont le faire, si tu leur donnes les possibilités. Mais 2, aussi, si tu ne fais pas ça, puis tu menaces de fermer dans une communauté quand même assez engagée comme Charlevoix, ça peut péter aux frettes. Les gens peuvent être en maudit, puis ils peuvent vraiment te donner... Tu vas passer un mauvais quart d'heure comme décideur d'hôpital, décideur du ministère. Et on ne s'est pas rendu là, mais ça répète assez sérieux. Puis nous, on étudie les urgences rurales depuis 10 ans. Fait que, on a publié le plus de papiers là-dedans au monde, en fait. Puis on a piloté toutes nos études à Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix, pendant des années. Et là, on était là avec le Living Lab, puis on se disait, hey, il n'y a pas de danger non plus que ça va se passer sur notre terrain aussi. On va faire notre possible pour essayer de contribuer, essayer de véhiculer l'information sur les risques. Fait qu'il y a quelque chose de particulier dans Charlevoix qu'on ne voit pas ailleurs toujours. Cette communauté engagée-là, il y a de quoi être fier pour Charlevoix. Je pense que les gens qui viennent le savent, ça. Oui. Et c'est tout à votre honneur, en fait. Fait que, Michael, tu as la maire, tu es maire de cette ville, c'est une ville célèbre à travers le Québec. C'est une région touristique incroyable. Là où le Cirque du Soleil était né, le massif de Charlevoix, des restaurants exceptionnels, un paysage incroyable, une communauté culturelle. C'est vraiment un immense privilège d'être maire de cette communauté-là. Maintenant, c'est quoi les grands plans d'aller de l'avant avec amener ça sans détruire le territoire, comme, mettons, des histoires de lagons puis des patents? Mais c'est quoi, quel est le plan, quelle est la vision pour amener ça à un autre niveau et particulièrement en santé? Ben, je pense qu'en bout de ligne, il faut s'affirmer. Hein, et il faut voir, là, Charlevoix, je crois qu'on est un petit peu à la croisée des chemins. On l'a vu pendant la pandémie, on a été visité par des milliers là, de gens d'extérieur de la région. C'est beau, Charlevoix, c'est vrai. On a le fleuve, on a les montagnes, tout ça. On en est fiers, mais il faut les protéger en même temps. Et pour le futur, qu'est-ce qu'on veut de notre région? Est-ce qu'on veut que ce qui fait notre fierté aujourd'hui, en 2023, bien, que ça soit encore ça pour le futur? Est-ce qu'on veut avoir encore l'air pur, les montagnes, le fleuve, ou on veut devenir une région où il y a encore des coins plus naturels, mais qu'en même temps, c'est développé un petit peu partout? C'est important de répondre à ces questions-là, puisqu'on est réserve mondiale de la biosphère. Ça fait super sexy là, qu'on écrit ça, l'UNESCO, là, sur les différentes les pancartes et en même temps là, sur la littérature. Mais si on n'y fait pas attention à notre territoire, bien, un jour, on va la perdre, cette désignation-là. Et tout est une question, je crois, de modulation.
pour le futur, si on développe n'importe quoi, ben Charlevoix, à un moment donné, on va mettre dos à dos le tourisme puis la qualité de vie des gens qui y habitent. Et ça, je crois qu'il ne faut pas franchir cette zone-là. Déjà, pendant la pandémie à Baie-Saint-Paul, entre autres, je crois qu'on a franchi une zone. L'expérience des gens qui viennent nous visiter était même en train de se détériorer. Les gens essayaient d'aller au restaurant le soir, il y avait de la misère à y aller puisque c'était plein là, sur la plupart des restaurateurs. Les gens aussi qui travaillent dans le secteur là, du tourisme, entre autres en restauration, en alimentation, en hôtellerie, étaient à bout de souffle à la fin de l'été puisqu'il n'y avait pas eu de congé là, durant toute la période estivale. Les résidents qui habitent la région aussi commençaient à se plaindre et à dire ah, ben là, on n'est plus capable, par exemple, d'aller au Boisé du Quai, d'aller à d'autres lieux. Donc, on voyait sur les réseaux sociaux des résidents qui commençaient à chialer contre le tourisme. Ça commence quand même, là, alors que Charlevoix a toujours eu une belle réputation, et là encore, soit dit en passant, qu'on a une belle capacité d'accueil aussi. Et là, quand on voit qu'il commence à y avoir un petit peu là, de chicane entre le tourisme et les résidents, bien, ça nous éveille en même temps des lumières chez les décideurs politiques et on doit se dire, bien, parce que là, il faut faire de quoi si on veut que ça soit encore une carte d'accueil qui soit intéressante et autant pour les touristes que pour les gens qui y habitent. Bien, je crois que comme décideur public, on doit mettre nos culottes, comme on dit, et on doit dire, bien, ça, ce projet-là, on en veut, ça, on n'en veut pas. Et des projets comme on fait référence au lagon, moi, personnellement, je ne peux pas croire qu'on a besoin de ce type de projet-là dans notre région. On est une région qui est magnifique, on a des ressources naturelles qui sont incroyables, on a une belle capacité d'accueil du tourisme, mais en même temps, il ne faut pas franchir la zone de non-retour. Et en matière de santé, bien aussi, on a à faire des choix. Qu'est-ce qu'on veut comme soins de santé dans Charlevoix? Qu'est-ce qui peut être on a une complémentarité, en fait, là, entre les deux centres hospitaliers et qu'est-ce qui est offert dans un pôle, qu'est-ce qui est offert dans les deux pôles. On a à faire des choix aussi. Et on le voit, hein, la pénurie de main-d'œuvre, elle touche profondément le réseau de la santé. Des soins qu'on avait peut-être dans le passé, aujourd'hui, c'est plus difficile d'avoir. Et en matière aussi de complémentarité professionnelle, je crois qu'il y a certains soins, des fois, qu'on allait voir le médecin, mais qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de voir un médecin pour ça, qu'on peut voir une infirmière, on peut voir un physiothérapeute, un pharmacien. Je crois que la complémentarité des services au niveau des professionnels, entre les ordres professionnels, est grandement importante. Et ça, en région principalement. En région, les équipes sont beaucoup plus petites. C'est clair que si on va voir un professionnel et que ce n'est pas le bon professionnel qui peut nous aider, bien, on ne fait que, dans le fond, qu'alourdir le système de santé. Et de la paperasse, comme on dit, des papiers, bien, il y en a de plus en plus à remplir et on est vraiment dans une bureaucratie du système qui fait en sorte que nos professionnels de la santé passent plusieurs heures par jour à remplir des papiers. Donc, on a des choix à faire et au niveau des services, là, je crois qu'il faut être en mesure de bien choisir qu'est-ce qu'on veut comme service de santé dans la région, puisqu'on ne peut pas avoir tous les soins, évidemment. Bien, nous, en tout cas, je pense que tu étais conseiller municipal dans le temps, donc on avait même lancé l'idée à un moment donné que Charlevoix soit une plaque tournante en médecine rurale qui, en avance sur l'innovation, la créativité, créer comme un genre de mini-campus, amener des étudiants, des résidents. Ce stage-là est un peu un genre de prototype de ça, là, mais on a cette visée-là que Charlevoix puisse inspirer les autres régions. Puis on se dit, si ça ne fonctionne pas dans Charlevoix, qui est proche de Québec, qui est affilié à un hôpital universitaire, ça va être dur de faire ça dans des régions plus éloignées qui ont encore moins de ressources. Parce que c'est dur à attirer du monde dans les régions. Fait que nous, on a un peu cette vision-là. Puis je sais que le conseil municipal, il y a plusieurs années, nous avait même devancé, avait dit on veut ça. On veut ça. Le maire Fortin, vous, comme conseiller, vous aviez écrit au ministre de la Santé, McCann, le ministre McCann, vous aviez copié le doyen de la faculté de médecine. C'était vraiment une lettre avec des multiples résolutions. Et je me rappelle, j'en avais eu plein d'appels des journalistes. Ça, c'est bien avant le Living Lab. Là. On avait juste lancé l'idée dans un congrès, dans une présentation dans Charlevoix. Et quelques mois plus tard, on a donné une entrevue à un journaliste et le conseil municipal était saisi de ça. Il l'a amené encore plus loin. Nous, on n'avait jamais vu ça. Fait qu'on a dit, on est toujours en train de pousser sur des affaires, normalement, en recherche. Puis là, on a vu une communauté à l'avant-garde de ça, puis on a dit, c'est là qu'on s'en va.
Fait que, et ça, pour nous, on n'a pas de regret. Maintenant, on a de la misère à rejoindre les professionnels parce qu'ils sont débordés, ils s'excusent toujours, ils veulent participer, mais ils sont débordés, il y a des problèmes de temps supplémentaires. On veut vraiment les aider, puis on fait plusieurs demandes de subventions, plusieurs projets dont tu fais partie, évidemment. Fait que, as-tu des suggestions pour nous de comment mieux se lier avec la communauté? On avait parlé d'un local dans l'hôpital, on avait parlé de... Comment tu ferais ça, toi, comme infirmier et maire? Ben, je crois que déjà, on voit que dans Charlevoix, à Baie-Saint-Paul aussi, il y a une sorte d'empowerment. Tu sais, les gens, ça part de la base, les gens se mobilisent, puis les gens veulent aussi se donner des moyens. Et en région, c'est pas comme en ville. Tu sais, en ville, demain matin, on va annoncer qu'on ferme un CLSC sur le coin d'une rue. Il va peut-être avoir un petit peu de discorde, mais tu sais, il va y avoir une pancarte qui va dire ben, le service est donné, exemple, à 10 rues plus loin dans un autre port d'attache. Mais en région, lorsqu'on on coupe quelque chose, ben, c'est pas à 10 rues plus loin, c'est à plusieurs minutes. Et c'est pour ça, je crois que les gens se mobilisent davantage. Et comme décideur, moi, et comme infirmier, qu'est-ce que je pourrais dire? Ben, c'est de continuer à informer les gens et en même temps de tenir, c'est ça, d'avoir une transparence, d'informer les gens, de continuer aussi là, avec les différentes grandes entrevues que vous faites, les stages. Puis à force d'en parler, bien, on vient en même temps faire en sorte là, d'éveiller le sens chez les gens. C'est comme les saines habitudes de vie. Hein? À force d'en parler, il y a des gens qui ça leur prend des années, mais à force d'en parler, ils comprennent qu'il faut qu'ils fassent l'activité physique, ils comprennent qu'il faut qu'ils mangent des fruits et légumes. Le tabagisme, hein? On en parle, on en parle, on en parle, ça fait des années, mais là, il y a des gens qui, à chaque année, il y a des gens qui cessent de fumer, mais on en parle, ça fait des années, c'est pas d'hier. Donc, je pense qu'il faut laisser le temps aux gens aussi là, de comprendre les impacts aussi qui sont positifs là, du Living Lab. Et plus ça va faire de temps, mais plus il va y avoir des réalisations auxquelles le Living Lab va être associé. Et c'est en voyant aussi une crédibilité, en voyant les résultats que des gens aussi vont s'associer. Et, on faisait référence d'entrée de jeu tantôt à Baie-Saint-Paul, le Cirque du Soleil. Ben, quand les grands échassiers de la baie ont débuté initialement, il y a des gens qui leur donnaient pas cher. Hein? Ça va foirer, excusez-moi l'expression, mais ça ne durera pas longtemps. C'est des pelleteaux de nuages, c'est des rêveurs. Ils ne sont pas solvables. Je ne leur passerai même pas 10$, ils ne me rembourseront jamais. Puis finalement, on connaît le succès là, planétaire que le Cirque du Soleil a eu et les gens qui sont à la base de cette organisation, bien, aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Tout le monde passerait de l'argent à ces personnes-là et serait certain d'être remboursé. Donc, de voir la crédibilité aussi d'un groupe, d'une personne, bien, ça ne fait que être une force de frappe, le plus on avance. Donc, le Living Lab de Charlevoix, avec tout ce que vous êtes en train de monter, bien, moi, je crois que dans le futur, vous allez avoir une excellente notoriété. Déjà qu'elle est excellente, bien, je pense qu'elle va être bonifiée et que ça va vous faire là, une réputation là, qui va être d'importance là, sur la scène québécoise, puisqu'il y a des principes. On parlait tantôt des infirmières de l'urgence là, avec les horaires, ça, vous avez été associés. L'arrivée du scan à l'hôpital de Baie-Saint-Paul, il y a plusieurs réalisations auxquelles vous êtes associés et convaincu qu'il va y en avoir d'autres dans le futur et ça va ne faire que fortifier la réputation de votre organisation. Merci, Michael, pour ces bons mots. Et on sent vraiment aussi que tu as une vision de patience, qu'à quelque part, ça prend du temps à avoir du changement dans la communauté, à différents domaines. Fait que, merci beaucoup pour ça. Ce mot de sagesse. Et là, ben, en fait, aujourd'hui, ils ne sont pas tous là présentement parce que c'est la relâche, mais on t'a parlé que Quaticook est en stage avec nous. Et ça fait partie du projet de mise à l'échelle du Living Lab. Donc, on a le Living Lab. Il a été construit aussi pour qu'on puisse inspirer d'autres milieux. Donc, on veut commencer comme ça. Et la première opportunité, on va dire, qui s'est présentée pour nous à travailler dans ce sens-là, c'est Quaticook, la fermeture de leur urgence. Donc, leur urgence est fermée il y a déjà un bon bout de temps, je pense plus qu'une année. Et donc, la population était vraiment très, très préoccupée par ça. Elle l'est encore, de ce qu'on comprend. Et il y a même une enquête du coroner, quelqu'un qui est décédé dans un contexte. Ça me rappelait beaucoup l'histoire de sanitaire en Abitibi. La personne, tu sais, juste rappeler les complexités de fermer une urgence, juste se rappeler déjà, ça c'est sans compter les personnes qui ont souffert sans mourir, là, mais et donc, à quelque part,
Quaticook est ici en stage pour apprendre comment s'inspirer un peu d'une culture de Living Lab qui fait en sorte qu'on mobilise citoyens, décideurs, professionnels. Et tu as dit en pré-entrevue un peu que la mobilisation citoyenne, elle est vraiment importante là-dedans. Alors, imagine que toi, tu es là, tu vois que Quaticook, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'échanger avec le maire de Quaticook, on voulait organiser ça, mais nous, on y a parlé hein, l'année passée, et au préfet. Et donc c'est des gens très préoccupés, puis ils cherchent des solutions. Là, ils passent du temps avec nous autres pour essayer de comprendre tout ça, puis c'est des gens extrêmement intelligents et mobilisés, mais ils font face à un scénario vraiment difficile. Ils sont proches de Sherbrooke, mais en même temps quand même assez loin. Il y a des temps d'attente quand même importants. Sherbrooke qui est habitué d'avoir des services rapides de première ligne. Et bon, c'est important, ils ont perdu un peu des médecins, des infirmières. Donc, c'est différent de Baie-Saint-Paul où les infirmières se sont mobilisées. Donc, les gens n'habitent pas nécessairement là, les professionnels, et donc la situation est différente. Ils n'ont pas nécessairement la mobilisation des professionnels en place. Et c'est une situation un peu quand même un peu sérieuse, mais différente de Charlevoix. Alors, toi, à la lumière de ça, avec l'information, qu'est-ce que tu dirais, mettons, à un maire comme le maire de Quaticook, de dire, qu'est-ce que tu peux faire pour ça? C'est sûr que je n'ai pas de baguette magique. En même temps, je ne me suis pas non plus, je n'ai pas eu l'occasion de discuter avec mon homologue là, de Quaticook. La première chose c'est que je le comprends. C'est sûr que ça fait de l'anxiété là, chez un maire là, quand tu as une menace là, de voir tes services hospitaliers là, être modifiés de façon importante ou encore là, de ne plus être couverts. Donc, je le comprends. Je peux lui dire, en même temps, c'est de bien s'entourer, de ne pas là, essayer de braver cette tempête-là seul. Je pense que pour essayer de faire une convergence, des différents partenaires. C'est pas d'y aller en mode confrontation. Oui, au début, il faut s'exprimer, il ne faut pas avoir peur là, de dire qu'on n'est pas d'accord avec un changement. Hein. On est chanceux au Québec, au Canada. On n'est pas en Russie. Hein. On peut dire ce qu'on pense. On peut aussi là, arriver avec nos solutions. Je crois qu'il n'y a pas une personne là, qui. Et de toute façon, un bon leader, là, ça ne l'offensera jamais d'être challengé puis d'avoir à répondre à des questions, de se faire remettre en question. Quand c'est dit dans le respect, là, ça, moi, je suis en faveur là, pleinement de ce potentiel-là. Si tu arrives avec des arguments, tu arrives avec une idée, ton idée est peut-être meilleure que la mienne, tu as peut-être pensé à des choses aussi auxquelles je n'ai pas pensé. Donc, si tu arrives et c'est respectueux, ça va me faire un grand plaisir de regarder si on n'a pas regardé la balle puis on n'a pas vu les différents angles. C'est sûr que si on arrive et que si l'urgence est fermée demain matin, je barre les portes. Puis si on arrive avec les menaces puis on commence là, à monter sur nos grands chevaux, comme on peut dire, c'est pas comme ça qu'on gagne là, le respect de nos collègues et le respect des autres interlocuteurs. Donc, c'est de s'asseoir, d'aller voir aussi les raisons, puis de s'asseoir avec tout le monde. Quand je dis que c'est des décisions qui sont à prendre, là, c'est des décisions qui sont collectives. On l'a vu, hein? Si on parle des fois juste avec, je ne sais pas moi, la direction de l'établissement hospitalier, la direction va peut-être te donner une version, puis que si tu parles avec le personnel sur le plancher, la version peut être différente. Si tu parles avec les usagers, tout ça. Fait que je pense que c'est vraiment de discuter avec tous les groupes populationnels, de discuter avec le personnel, de discuter avec les gestionnaires, de discuter avec la direction, avec la députée. C'est vraiment de s'asseoir tout le monde ensemble. Puis je reviens encore à l'exemple de Baie-Saint-Paul. Ce n'est pas la même chose, mais on l'a vu, hein, la solution est venue là, des équipes à la base. Elle n'est pas venue là, de la direction. Donc, de s'asseoir puis de regarder avec le personnel qu'est-ce qu'on peut faire. Et là, on parle là, d'une problématique de rétention, mais peut-être le personnel va dire pourquoi que le personnel n'y reste pas? Est-ce que si on confectionne les horaires d'une façon différente, si, je ne sais pas, moi, on paye le kilométrage là, pour des infirmières qui restent dans un autre milieu pour qu'ils viennent travailler, si on leur dit, on fait un tirage ou on paie des chambres d'hôtel ou des choses comme ça, si ça vient de la base, après ça, on le voit, qu'est-ce que les gens ils veulent, puis qu'est-ce qui est possible. C'est sûr qu'on ne peut pas dire oui à tout ce qui est proposé, là, même si ça vient de la base, mais en même temps, c'est de s'asseoir avec les différentes personnes. Puis moi, c'est cette méthode-là que je prône là, comme leader.
Et j'ai fait une tournée aussi de l'ensemble des directions ici, là, depuis que je suis à l'hôtel de ville. Je suis allé voir les employés dans les différentes directions sans leur gestionnaire, puis je voulais leur poser des questions. Comment on peut s'améliorer? Qu'est-ce qui sont nos bons coups? Quelles sont les zones à améliorer? Et c'est après ça qu'on est capable aussi là, de dire, bon, bien ça, on s'est fait proposer ça et je suis capable de challenger après ça nos gestionnaires puis de leur dire, bien, ça, les employés nous proposent ça. Avez-vous pensé? Ah, ben non, non, ça ne se fait pas. Ben, pourquoi ça ne se fait pas? Qu'est-ce qu'on pourrait faire au lieu de ça? Donc, je pense qu'il faut se remettre en question. Et ça, c'est pas juste dans le milieu hospitalier, c'est dans toutes les organisations. Il faut se remettre en question assez fréquemment et de regarder quels sont nos bons coups, quels sont nos mauvais coups. Et à Quaticook, je pense qu'il y a certainement des solutions là, qui peuvent être mises en place. C'est de s'asseoir, puis en même temps, travailler en groupe, de ne pas travailler tout seul, puisque quand on travaille tout seul, on n'est pas fort. Oh, c'est certain qu'ils vont écouter cette entrevue-là avec grand intérêt, puis on aura peut-être l'occasion d'échanger avec justement les élus de ce côté-là. Mais on retient vraiment de collaborer, d'aller voir très large, de tisser très large dans dans la phase empathique du design thinking, c'est-à-dire écouter différentes parties prenantes. Et donc, Michael, fait on a parlé de leadership, puis dans le stage, on demande aux gens de nommer, tu sais, 1, 2, 3 leaders qui les ont inspirés dans leur vie. Euh, tu sais, puis on va faire l'exercice avec toi. Nomme-moi 1 ou 2 leaders que tu penses comme ça, là, tu sais, qui t'ont inspiré, puis dis-nous pourquoi. Bonne question. Je dirais peut-être Lucien Bouchard, l'ancien premier ministre du Québec. Là, j'ai regardé tous les points de presse qui étaient faits là, dans la crise du verglas là, dans à la fin des années 90. Puis, on voyait que c'était quelqu'un qui était capable de s'entourer. On le voyait là, avec André Caillé, là, qui était le président directeur général d'Hydro-Québec, qui apportait en même temps toute l'expertise opérationnelle, technique, alors que M. Bouchard était à la tête de l'État québécois et il était en contrôle, même si c'était une situation qui n'était pas facile à l'époque, la crise du verglas. Et c'est quelqu'un qui a été capable d'oser, d'arriver avec des changements et d'innover en même temps. Hein, tout le virage social là, de l'État québécois, là, on pense là, au régime parental, la création des centres de la petite enfance, tout ça, avec Mme Marois qui était au ministère de l'Éducation et de la Famille à l'époque. Donc, ça, c'est quelqu'un quand même que je trouve qui est franchement inspirant et qui a réussi là, quand même là, à laisser sa trace là, comme premier ministre du Québec. Intéressant et c'est sorti quand même assez souvent, Lucien Bouchard, lorsqu'on questionne des personnes, pas nécessairement dans cette cohorte-là, mais son leadership a été vraiment remarqué. Donc, toujours très actif au niveau des négociations de plusieurs groupes importants d'influence. J'oublie dernièrement, là, il est sur quoi, là, mais il est sur un dossier vraiment très, très important actuellement. Alors, dis-moi, Pauline Marois, est-ce que Oui. tu l'as connue parce qu'elle était députée de Charlevoix? On a même essayé de l'inviter en entrevue. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné, mais on veut continuer à essayer, si tu peux nous aider, parce que moi, je l'ai rencontré. Donc, je l'ai rencontré avec Jean-François Simard et des médecins de Charlevoix au moment où on voulait couper votre réseau de traumatologie. Donc, on voulait finalement qu'aucun accidenté passe à votre hôpital. C'était avant la construction de l'hôpital. Puis on s'était dit, c'est un peu le début de la fin. Hein, tu enlèves les accidentés d'un hôpital, l'urgence, tu n'auras plus de chirurgie, tu n'auras plus de... fait que finalement, c'est intéressant parce qu'on l'a rencontrée à son bureau de l'Assemblée nationale et j'ai trouvé qu'elle faisait preuve de grande humilité, d'écoute et en même temps, elle avait une profondeur au niveau de ses connaissances. Et j'avais même soulevé la question, je me suis dit, tu sais, est-ce que justement, ce n'est pas une stratégie, tu sais, en coupant les services, qu'on réussit justement à justifier la fermeture d'un hôpital rural ou tout ça, ayant vécu une expérience un peu semblable en Colombie-Britannique, à Nelson. Puis elle m'a dit, j'ai dit, est-ce que vous pensez, tu sais, que l'opposition, là, je ne me rappelle plus qui était ministre là, dans ce temps-là, mais elle m'a dit, avec toute l'humilité du monde, elle m'a dit, et avec un bon cœur, elle m'a dit, je ne pense pas que le ministre de la Santé, qui était dans l'opposition, elle était dans l'opposition, c'est quelques mois avant qu'elle soit élue première ministre, elle m'a dit, je ne pense pas, il ne pense pas comme ça.
puis je ne pense pas qu'il est mal intentionné comme ça, d'aucune façon. Donc, elle avait dit quelque chose de très bien du ministre de la Santé dans l'opposition, et ça m'avait vraiment frappé de quelqu'un qui était finalement non partisan par rapport à certaines choses. Puis elle a dit, j'ai écouté vos affaires, puis nous, on va essayer de faire quelque chose, inquiétez-vous pas, je vais parler à du monde. Et soudainement, on apprenait, quelques semaines plus tard, que l'INES avait réversé cette décision-là. Décision dont j'en ai entendu parler toute ma carrière parce que j'ai travaillé avec, encore mon DSP adjoint était Jean Lapointe, était directeur de la trauma, DSP à Lévis. Il m'en a parlé pendant longtemps de ça, là, parce que le réseau de trauma de l'INA a été secoué par rapport à ça. Mais c'est une victoire pour les milieux ruraux. Et donc, toute la mobilisation des médecins localement, mais votre population. Et Pauline Marois m'a frappé comme étant quelqu'un qui a vraiment un côté impressionnant par rapport à ça. Et je ne suis pas nécessairement quelqu'un qui a voté pour le Parti québécois, là, mais je dis ça de même. Mais fait que, Michaël, qu'est-ce que tu penses de Pauline Marois? Je ne connais pas Mme Marois personnellement. J'ai eu la chance de la rencontrer, évidemment, aussi dans le passé, là, comme elle a été là, quelques années députée de la circonscription de Charlevoix. C'est sûr que c'est quelqu'un qui a un bagage là, immense, hein, qui a occupé les plus hautes fonctions là, ministérielles au Québec, qui est aussi là, à briser les plafonds de verre hein, au niveau des femmes, là, qui a été la première femme là, à la tête du gouvernement québécois, qui a été aussi chef de l'opposition, ministre des Finances, à la santé, l'éducation, le Conseil du Trésor. Bref, elle a fait pratiquement tous les portefeuilles. Et je pense que Pauline Marois, bien, aussi, c'est une professionnelle de la santé. Hein. Pauline Marois, c'était une travailleuse sociale de formation. Donc, elle était dotée là, d'un sens de l'écoute et c'est quelqu'un, non, c'est quelqu'un aussi pour qui j'ai un profond respect. Et je crois aussi qu'en matière de santé, dans Charlevoix, là, Mme Marois y est pour beaucoup là, dans plusieurs décisions. Là, on pense, tantôt, je crois que quelqu'un vous parlait que Mme Marois était chef de l'opposition. C'était, je pense, le ministre Bolduc, Yves Bolduc, qui était à C'est la Yves Bolduc, oui. Dans ce temps-là. Et ils ont travaillé là, quand même là, en collaboration durant ces années-là, puisque ce n'était pas facile. Hein. Quand je me souviens, en 2010, quand il y a eu un point de presse là, qui avait été organisé là, dans les murs de l'enceinte de l'ancien hôpital de Baie-Saint-Paul, là, il y avait le ministre Bolduc qui était là avec M. Thibodeau, là, qui était directeur général du C3S Charlevoix, et Mme Marois, qui était la députée de la circonscription. Et évidemment, Mme Marois était là, au Parti québécois, alors que le ministre Bolduc était là, au Parti libéral et il travaillait là, en collaboration, puisque c'était quand même, là, on ne voyait pas ça tous les jours d'annoncer la démolition d'un hôpital là, et aussi, pour une raison de sécurité, oui, on a vu au Québec là, des décisions là, de dire on va fermer un hôpital, on va agrandir l'autre à tel endroit, mais des fois, c'était plus pour des décisions là, d'efficience et d'efficacité. Mais là, de dire qu'on démolit l'hôpital puisque le plafond peut nous tomber dessus là, s'il arrive un CS de forte magnitude, bien, il fallait en même temps que les décideurs là, publics soient en mesure de rassurer la population puis de leur dire bien, vous pouvez venir consommer vos soins de santé encore ici, là, le temps que le nouvel hôpital soit construit, parce que là, il y a des gens qui avaient peur de dire, ben là, si je vais à l'hôpital, puis c'est à risque d'effondrement, est-ce que c'est sécuritaire d'aller à l'hôpital? C'était quand même pas facile. Il y a eu aussi des déchirements. On connaît la suite qu'il y a eu. Là, parce qu'un hôpital dans Charlevoix, 2 hôpitaux, si on en met 2, on les met où? Si on en met un, on le met où? Fait que, Mme Marois, par la suite, a été là, la première ministre et était toujours la députée de la circonscription. Donc, c'est clair que Mme Marois a eu son mot à dire là, dans toute la décision du plan clinique de Charlevoix. Je pense que non, c'est quelqu'un là, qui a eu quand même là, une carrière là, exceptionnelle là, en politique. Et comme je mentionnais, là, j'ai une très bonne opinion là, de Mme Marois là, en politique. Vraiment intéressant. Michaël, si tu avais, ça serait quoi ton rêve? Mettons, si on se projette là, dans 3 ans, d'ici 3 ans, ou même plus tard pour ta communauté, puis on sent vraiment l'attachement de ta communauté, ça serait quoi ton rêve? Très, très grande question de Comment savoir. tu vas savoir que tu as réussi ce que tu voulais réussir? Ce que j'aurais réussi, je pense que ce serait que les gens puissent continuer à demeurer dans Charlevoix, que la population là, qui vient d'ici, que les jeunes qui vont à l'école, au primaire, à l'école C-Rodolphe-Forget, qui par la suite vont à Saint-Aubin au secondaire, là, fassent le choix de demeurer dans Charlevoix, de rester ici. Parce que oui, il n'y a jamais là,
de sous-classe de citoyens. Puis on est bien heureux à chaque fois qu'un résident vient s'établir dans Charlevoix, mais en même temps, il faut garder aussi des gens là, qui viennent d'ici. Et c'est sûr qu'à chaque fois qu'on voit des gens partir de la place, ben, ça nous peine un petit peu. Et surtout quand les gens nous disent « Ah, ben, j'ai plus les moyens de rester à Baie-Saint-Paul, j'ai plus les moyens de rester dans Charlevoix, il n'y a pas de place à me loger, tout ça. » Bien, ça, si on est en mesure de loger nos gens, on est en mesure en même temps d'avoir une qualité de vie qui soit exceptionnelle, d'avoir un niveau de service public qui soit considérable, bien, je pense qu'on aura fait là, un bon bout de chemin là, et je vais pouvoir être satisfait là, de ce que j'aurais accompli là, en politique à Baie-Saint-Paul. Michaël, je vais céder la parole aux gens, aux stagiaires pour qu'ils puissent te poser quelques questions. Mais j'ai aucun doute que tu vas atteindre cet objectif-là à court, moyen, long terme. Puis on sent vraiment ta vision, puis ton engagement et ta passion de faire ce que tu fais. Puis moi, je veux juste te dire que tout ce qu'on peut faire pour vous aider, vous nous le dites. On est là pour ça. On veut travailler avec vous. Fait que c'est pas des paroles en l'air, on veut vraiment faire une différence pour vous. Puis inspirer les gens dans les régions rurales aussi à faire pareil, sinon mieux. Donc, Jenny va animer un peu cette période de questions. Donc, on va faire quelques questions pendant peut-être une 15-20 minutes, si tu permets, Michaël. Oui, oui, je vous suis là-dedans. Parfait, merci beaucoup. Y a-t-il quelqu'un qui se lance en premier? J'irai. Donc, j'ai une question. On a parlé que vous êtes quand même un jeune maire qui est arrivé après quelqu'un qui était là pendant vraiment longtemps. Ça a été quoi les premiers mois à la tête de la ville quand on arrive après quelqu'un qui était établi et qui était là depuis vraiment longtemps? Comment ça s'est passé vos 5-6 premiers mois comme leader? C'est sûr que quand on arrive, moi, ce que j'avais la chance d'être déjà conseiller. Là. Fait que, j'étais déjà là, dans la boîte, comme on peut dire. Fait que, j'avais une certaine connaissance de l'organisation. Je connaissais aussi les ressources. Les gens qui étaient en place, là, je les connaissais bien. Donc, ça me donnait quand même là, une certaine avance. Cependant, c'est sûr que quand on arrive, puis là, j'étais conseiller. C'est sûr que quand tu es conseiller municipal, tu fais partie là, du noyau, tu es dans la cellule décisionnelle. Là, quand tu te retrouves le maire, bien là, c'est toi qui es le commandant, c'est toi qui as le volant dans les mains, puis là, tu es le premier imputable, puis tu te retrouves là, aux commandes de l'organisation. La première chose, bien, au début, c'est de se dire, bon, ben là, on arrive, on va se prendre le temps d'arriver, on va regarder, on est rendu où, d'avoir la photo, là, vraiment le portrait d'ensemble. C'est important de connaître les dossiers, là, de se connaître bon, au niveau financier, comment ça va, au niveau du moral des troupes, comment ça va, au niveau des projets qui sont à venir, on en est où? Là, c'est vraiment de faire le tour d'ensemble. Puis après ça, ben, c'est sûr que il y a un changement. En même temps, on ne peut pas, là, oui, il faut assurer une continuité. C'est sûr que ce n'est pas le moment de faire de la turbulence là, au complet. Dans une ville, il faut que le service aux citoyens perdure. Il faut que le déneigement des routes se fasse encore. Il faut que les poubelles soient vidées là, au chemin aussi à la même fréquence, les services à l'aréna, tout ça. Puis en même temps, on était là, dans une autre vague d'une pandémie. Hein. On avait la COVID-19 qui était là, pendant le début de mon mandat. Donc, c'est clair qu'il faut assurer une certaine continuité, mais en même temps, il faut être capable aussi d'arriver avec nos idées. Puis c'est comme une voiture, en même temps, il faut clignoter à l'avance. Il faut arriver de dire, ben, on s'en va par où? En même temps, il faut que les gens convergent avec nous. Puis, c'est pas d'arriver la première journée et de dire, ben là, je change tout. Puis là, ça ne marche plus comme ça. Puis, faut juste, je pense qu'il faut arriver préparé. Quand on prend une fonction de gestion, puis surtout lorsqu'on est à la haute direction, il faut savoir dans quoi on embarque. C'est beau de faire un processus de dire, bon, bien là, je veux ce poste-là, mais il faut connaître dans quoi on s'embarque, quels sont les enjeux, quelles sont aussi les contraintes, autant positives que négatives, pour que lorsqu'on arrive en selle, bien, qu'on soit déjà là, en mesure de bien accomplir notre rôle. Puis là, quand le portrait est fait, bon, bien là, on voit qu'est-ce qui va bien, puis là, on priorise. Bon, bien, là, c'est ça qu'il faut modifier en premier. Ça va pas pire, ça peut être en phase 2. Puis ça peut aller là, dans un horizon plus lointain. Et là, après ça, on commence nos changements. Et il faut en même temps, là, faut être patient. Ça, la chose que j'ai appris le plus depuis que je suis en politique, c'est la patience. Je suis quelqu'un dans la vie qui n'est pas très patient.
Mais c'est sûr qu'en politique, on travaille la patience puisqu'on ne peut pas changer là, du jour au lendemain. Certaines choses, bien qu'on peut, on peut essayer de pousser sur la machine puis dire, ben ça, on veut que ça avance à vitesse grand V, mais il faut être planifié. Il faut en même temps dire aux gens vers où on s'en va. Il faut se laisser le temps de faire les choses, mais il ne faut pas arriver la première journée puis tout vouloir changer. Mais en même temps, il faut s'assurer que faut être capable de consulter, il faut être capable de travailler en équipe, mais en même temps, ça prend une personne qui est le capitaine, puis il faut avancer là, dans la direction, puis en même temps, il faut être capable aussi de donner des signaux, puisque si on est assis en rond et qu'il n'y a pas de signaux qui se donnent, bien, ça peut être plus que 3-4 mois lorsqu'on arrive, le temps de s'apprivoiser, tout ça, puis là, on peut se ramasser, on va avoir un an de fête, puis là, on est encore en train de penser aux changements qu'on va mettre en place. J'espère que ça répond. Oui, merci. Ça fait plaisir. C'était une question de la nouvelle directrice de la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul qui est en salle avec nous, Isabelle Dionne. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui se lance, Jade? Moi, je n'avais pas de questions spécifiques, mais je peux faire le commentaire. Je ne sais pas si je le fais maintenant, le commentaire de ce que j'ai retenu, ou on le fait plus tard. Non, on va faire un petit exercice à la fin où on va faire un petit tour là, avec notre petit jeu habituel. Fait que, mais je suis content que tu as déjà un commentaire. OK. Pour moi, tout avait été pas mal intéressant et clair, donc je vais laisser la place à des personnes qui avaient des questions plus spécifiques. J'en ai peut-être une autre alors. Lance-toi, Isabelle. En fait, je vais profiter un peu de vos compétences et des connaissances, entre autres comme infirmier à l'hôpital. Quel rôle pourrait jouer la Fondation en termes de leadership? Parce que là, on parle de votre leadership aujourd'hui dans l'hôpital. Parce qu'on voit, on en parle, c'est ça l'objet, beaucoup du Living Lab, en milieu rural. On essaie de penser à toutes sortes de solutions pour faire de l'attraction de personnel, garder des gens là, avoir des soins extraordinaires. Selon vous, en termes de leadership, qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, la Fondation? Je pense que d'avoir peut-être un maillage là, qui soit plus avec les équipes, là, le personnel de l'hôpital. Moi, je connais bien la Fondation, puisque, évidemment, là, de par mes fonctions, vous êtes des partenaires là, qui sont très importants et avec qui là, la Ville a de précieux liens. Pendant si on demande au personnel de l'hôpital, c'est quoi la fondation de l'hôpital? Ils ont payé le taco, ils ramassent de l'argent pour les équipements, des choses comme ça, mais les gens ne connaissent pas nécessairement bien les différentes missions de la fondation. Puis je pense que l'hôpital aussi, le CIUS devrait faire participer plus le personnel aux activités de la fondation. Il y a des délégations qui vont aller participer, exemple, au tournoi de golf, la journée de la Fondation, lorsqu'il y avait des cliotons, des choses comme ça, pour que le personnel s'y a pas pris. Puis oui, comme ambassadeurs, les gestionnaires, la direction sont des ambassadeurs, sont des représentants officiels, mais il n'y a qui de mieux que les gens qui soignent directement la population pour représenter l'établissement aussi, puis d'avoir des équipes. Puis la Fondation peut aider aussi dans le recrutement, de dire, je ne sais pas, moi, on va mettre en place un local que les employés aimeraient, qui soit bien animé, puis des choses comme ça. Je pense que de faire mieux connaître peut-être la Fondation auprès du personnel, puis d'être partenaire vraiment. Parce que là, des fois, la Fondation, on sait qu'elle est dans l'hôpital, elle est dans ses bureaux, mais c'est comme ces deux choses. Hein? Tu as l'hôpital, puis tu as les bureaux de la Fondation, puis je pense que 99% des employés de l'hôpital ne sont jamais entrés dans les bureaux de la Fondation. Puis je pense que ça serait peut-être d'arriver avec une mixité, puis de considérer finalement que la Fondation, ça va avec l'hôpital, que ce n'est pas juste là, des gens qui sont là pour amener de l'argent et payer des équipements, parce que la Fondation, sérieux, on en a besoin. Puis vous avez là, une force de frappe et une influence qui est plus que négligeable. C'est la Fondation, l'influence est majeure, hein, et on l'a vu à travers tout le passé, tous les équipements qui ont été amenés à l'intérieur de l'hôpital, les événements qui sont... Puis, oui, c'est des événements bénéfices qui sont organisés là, pour récolter des sous quand on pense à la journée de la Fondation, entre autres, mais c'est pas juste pour récolter de l'argent, c'est super le fun, ça amène du social, les gens sont contents de se voir année après année, les équipes aussi, les gens qui participent sont toujours heureux. Moi, personnellement, là, ça a sorti là, hier ou aujourd'hui, là, le 16 de juin, puis c'est déjà à l'agenda, puis c'est clair qu'on va faire partie de ces activités-là. Donc, c'est des belles journées. C'est en même temps
d'arriver avec des prix, de reconnaître peut-être du personnel soignant, des choses comme ça. Non, je pense qu'il y a moyen de faire de quoi vraiment, puis de fortifier le lien qu'il y a là, avec le CIUS là, et la Fondation, puisque pour moi, vous n'êtes pas juste là, des bailleurs de fonds. Quelle bonne question, Isabelle. Très inspirée de l'empathie, d'aller voir. En fait, quasiment une fondation, c'est comme pour permettre, tu sais, la Fondation Rêve d'enfants permettait de. Mais tu sais, ça peut être, tu sais, les rêves aussi du personnel, tu sais, parce que les fondations ont servi, tu sais, bon, pour l'équipement, des trucs comme ça, mais là, on est à un stade où qu'est-ce qu'on peut faire pour. Ben, tu sais, je ne veux pas m'immiscer dans votre travail, Isabelle, là, mais tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour aider à améliorer la qualité de vie au travail de ces personnes-là, à leur permettre de rêver aussi à un monde meilleur pour leurs citoyens, aussi pour eux, pour leurs collègues. Puis effectivement, le prix Jean-François Simard qu'on a annoncé, qu'on est en train de réfléchir avec justement Jean-François à comment l'établir, ça peut être intéressant aussi de contribuer à ça dans un sens parce que effectivement, c'est de reconnaître tout ce que les gens dans votre hôpital font, c'est vraiment important. Ceci étant dit, le fait que vous avez relevé les fonds pour un TACO en peu de temps, c'est spectaculaire et c'est un instrument qui va changer vraiment votre hôpital et votre communauté. Ça, c'est garanti. Et qui d'ailleurs va inspirer l'histoire de Baie-Saint-Paul comme il va inspirer plusieurs urgences rurales à avoir leur propre scan. Et donc, on est en contact avec BAMF, justement, qui n'ont pas de TACO, imaginez-le, ou pas. Là. BAMF n'a pas de scan. Puis là, ils sont en train de, tu sais, comment ce qui est arrivé, Baie-Saint-Paul, on a envoyé des photos et tout ça. Donc, ils sont vraiment intéressés à savoir. Est-ce qu'on fait un peu notre petit jeu de la fin? Oui, on peut. Ouais? Si on avait encore le temps d'une question, je ne sais pas si je peux me permettre. Bien, certain. Miguel, ça fait quelques années sur le territoire qu'on sent la pénurie de logements. Là. Elle continue de croître, cette pénurie-là, puis on la sent beaucoup dans le secteur de la santé, avec le recrutement de nouvelles infirmières. Je serais curieuse de savoir un peu, j'imagine qu'il commence à avoir un peu des stratégies, des petits plans d'action qui commencent à se bâtir au sein de la ville là, pour contrer cette pénurie-là. Est-ce qu'on a le droit d'avoir un peu peut-être des exemples qui pourraient inspirer, là, parce que c'est une problématique qui est à la grandeur du Québec, la pénurie de logements depuis la pandémie, là, donc en milieu rural. Fait que... La raison de Jenny là-dessus, la pénurie de logements, c'est national, hein, c'est pas juste à Baie-Saint-Paul. Puis je le dis là, depuis que je suis arrivé, il faut travailler là-dessus. Puis ça aussi, quand je parlais de patience tantôt, là, c'est un dossier, entre autres, que j'ai dû travailler ma patience. Il faut sortir des sentiers battus aussi. Hein. Ça, c'est comme dans toute chose. Des fois, il y a un modèle, là, il y a une recette qui est écrite, puis on suit cette recette-là depuis des années, puis on espère que ça va donner le souhait, mais en même temps, il faut sortir des sentiers battus, il faut arriver avec d'autres recettes qui aussi peuvent arriver là, à un résultat qui soit franchement intéressant. Donc, on est à regarder différents modèles. C'est clair qu'en matière d'habitation, tout ça, de logement, il y a le fameux modèle que c'est l'entreprise privée là, qui met en place des logements. On est en train aussi, il y a différents projets sur la table, là, des demandes de permis qui sont déposées actuellement à la ville. Donc, on devrait assister là, à une création de logements là, dans les prochains mois, les prochaines années là, à Baie-Saint-Paul, qui est quand même importante. Là. On parle de plusieurs, au-dessus d'une centaine de logements, ce n'est pas 200 là, qui devraient être disponibles là, dans les peut-être 2 prochaines années sur le territoire de Baie-Saint-Paul. On regarde aussi là, pour quelque chose de plus abordable aussi, là, qui soit abordable là, à un prix là, modeste, si je peux dire ça comme ça, parce que le mot abordable, ben, ce qui est abordable pour moi ne l'est peut-être pas pour mon voisin. Donc, on veut avoir quelque chose là, pour revenus plus modestes, en même temps pas du logement social là, qui est géré là, par la Société d'habitation du Québec, mais on est à dessiner, on est à rencontrer le ministère aussi. J'ai eu des rencontres avec la ministre de l'Habitation. On est à regarder là, le modèle où on pourrait répondre là, directement là, plus facilement aux besoins de la population, avec différents partenaires, avec du partenariat communautaire aussi, pour qu'on ait différentes clientèles là, qui puissent là, accéder
à ce bloc de logement-là, où la ville serait une partie prenante. On ne serait pas tout seul, évidemment. Quand même assez vague, là, je ne peux pas donner trop de détails. Est-ce que les habitations accessoires sont discutées aussi? Oui, oui. Actuellement, on est en train de travailler ça. Là. Je vais procéder à des annonces dans les prochaines semaines, mais oui, les habitations accessoires, c'est des choses actuellement là, qu'on est en train de regarder là, au niveau politique, au niveau avec la fonction publique. Là, on a de grandes ouvertures pour ça et on va procéder là, à des annonces officielles dans les prochaines semaines. Et on est en train de regarder comment ficeler tout ça. C'est sûr que dans Charlevoix, ce n'était pas permis dans aucune municipalité, mais je pense que Baie-Saint-Paul, on le voit, hein, au fil du temps, on est souvent là, avant-gardiste, puis on l'a été en développement durable, en culture, dans plein de choses. Baie-Saint-Paul met souvent là, un pied en avant et les autres municipalités convergent avec nous et nous suivent par la suite. Et en termes d'habitation accessoire, là, on va procéder à des annonces. On regarde un peu qu'est-ce qui se fait ailleurs, qu'est-ce aussi que la législation provinciale nous permet et on va pouvoir là, essayer ça. Mais en même temps, ce qui est difficile aussi dans toute la question du logement, des fois, les gens disent « Ah, les propriétaires construisent du logement, puis c'est à 1500 par mois, puis tout ça. » Mais actuellement, là, tous les propriétaires, là, les promoteurs qui passent dans mon bureau là, me montrent leur coût, puis je vous dirais là, entre 225 000 puis 250 000 la porte, c'est pas mal ça que ça coûte faire construire un appartement, un 3,5 ou un 4,5. Là, je ne me souviens plus lequel des deux, mais les coûts des matériaux ont explosé. Fait que ça coûte cher bâtir un logement. Donc, c'est clair qu'un propriétaire privé, un promoteur, lorsqu'il bâtit ses logements, bien, en même temps, lui, s'il n'y a pas de programme de subvention, bien, c'est sûr qu'il ne veut pas être en trou. Hein, il veut être en mesure de retrouver là, son argent. Donc, on assiste là, à les logements qui sont neufs. Les prix sont de plus en plus élevés, mais c'est ça. On est en train de regarder les différentes possibilités qu'on a, autant dans l'habitation accessoire, avec le secteur privé, le logement, de regarder si on a la création d'un OBNL là, en logement. On regarde différentes possibilités pour qu'on soit en mesure de favoriser et de faciliter l'accès au logement sur le territoire, puisque là, c'est grandement problématique. Hein? En santé, je parlais avec des gens là, du CIUS, puis on me disait qu'ils font des embauches. Ils disent, bon, ben exemple, tu commences, je ne sais pas moi, le 1er mars, là, la personne arrive le 1er mars, ben là, finalement, je n'ai pas trouvé de logement. OK, ben on va reporter ta date d'entrée en fonction, exemple, au 1er mai. Là, le 1er mai, la personne, je n'ai toujours pas trouvé de logement, mais finalement, j'ai décidé que j'allais aller travailler à Québec, au CHU de Québec, fait que je ne viendrai pas dans Charlevoix. Fait que ça nous nuit en matière là, d'emploi, ça nous nuit dans notre offre de continuum de services, puis pas juste en santé, on le voit en éducation maintenant. Donc, la pénurie de logement, c'est un cercle vicieux. Hein? Autant les soins de santé font partie du cercle vicieux, le logement, les places en garderie, c'est tous des services que lorsqu'on a de la misère à l'offrir sur le territoire, bien, ça fait en sorte que on a une diminution là, du nombre de nouvelles personnes qui peuvent arriver et qui ont des compétences pour offrir des services à la population. Puis malheureusement, en ce moment, ça crée de l'anxiété à des gens qui vivent ici depuis longtemps. Là. Fait que c'est même pas juste les nouveaux arrivants, là, c'est les gens d'ici qui ont du mal à se loger. Puis je pense que le logement accessoire, ce qui est intéressant pour Baie-Saint-Paul, c'est l'âge moyen qui est très élevé parce qu'il y a beaucoup de maisons qui ne se libèrent pas parce que les personnes âgées n'ont nulle part où aller. La maison accessoire en multigénérationnel, je pense qu'elle peut répondre à quelque chose d'intéressant. Bref, merci pour ta réponse. Je suis contente de voir qu'il y a des belles solutions qui se travaillent. Merci, effectivement, ça prend de la patience. Puis Jenny, je n'ai pas compris, c'est quoi un logement accessoire? Bien, un logement accessoire, si je peux me permettre, si on va bâtir une plus petite maison, exemple, des fois, on peut dire une mini-maison. Ah, une mini-maison, OK. Entre deux maisons où on va reconvertir, là, des fois, là, un garage, puis on va faire là, un petit appartement dans ça. Là. Il va y avoir plusieurs phases. On ne peut pas le permettre sur l'ensemble du territoire demain matin, mais on est en train de passer le tout puis de regarder là, comment on peut densifier le territoire aussi. Là. Jenny, c'est comme tu le mentionnais, ça touche de plus en plus de personnes. Puis comme je mentionnais, il faut sortir des sentiers battus. Actuellement, c'est pas compliqué. Soit que tu restes dans une maison unifamiliale ou soit que tu restes en logement, mais on le voit, il y a de plus en plus de nouvelles façons. Le bigénérationnel, tout ça, c'est plein de choses que dans les dernières années qui se sont développées et on n'a pas le choix de regarder attentivement et de regarder aussi si on est capable de l'appliquer. Et si ça se fait ailleurs, bien, pourquoi ça ne peut pas se faire ici?
Intéressant. Et Pour pourquoi est-ce mixer que... aussi, mixer les familles aussi qui arrivent, pas juste un petit appartement de 4,5, ça leur permet d'avoir, de mélanger les parents, les grands-parents, puis dire, ben, on n'a peut-être pas, nous, l'argent à mettre seul, mais avec nos grands-parents, ben, on est capable de bâtir quelque chose, puis chacun a, je pense que c'est vraiment intéressant aussi pour les familles de Charlevoix, là. Oui, et on le revoit, hein, les grands-parents sont de plus en plus présents dans les familles aussi, hein. Il y a des gens qui n'ont pas de place en garderie, c'est les grands-parents qui gardent, tout ça. Fait on revient des fois un petit peu à comme on était là, dans le passé, là, que les grands-parents avaient un rôle là, plus accru là, auprès de la famille. Donc, d'avoir les grands-parents là, qui soient plus proches là, des familles, puis d'avoir une famille élargie, tout ça, là, je crois qu'on est rendu là et on essaie de mettre en place là, nos politiques publiques là, pour répondre à ces besoins. Merci, Michael. Et Jenny, comment est-ce qu'on peut conclure ça? Veux-tu proposer un petit quelque chose? Oui, mais en fait, c'est dans notre habitude, lors des grands entretiens, on termine toujours assez rapidement en nommant un sentiment qu'on a face à l'entretien qu'on a eu et une chose avec laquelle on repart, soit quelque chose qu'on a appris ou une phrase qui nous est restée. Fait que je donne un exemple. Je me sens calme parce que je trouve que tu as réussi à nous transmettre ta patience dans ton entretien aujourd'hui. Tu sais, c'est des problèmes complexes, puis je le sais que tu as la volonté de les changer rapidement, puis ben, tu sais, j'ai eu la chance de voir cette complexité-là d'assez près d'une municipalité, puis est nécessaire, cette patience-là. En même temps, n'est pas facile à trouver. Fait que, ouais, ça serait ça pour moi. Fait que je lance le ballon à Isabelle, tiens. Ben, moi, mon sentiment, je dirais, c'est confiante. Confiante parce que je sens qu'on a un leader qui est comme moi, je pourrais dire ça, qui fait preuve de fermeté bienveillante. Tu sais, ce qu'il nous disait tantôt, je trouvais que c'était inspirant. Il est à l'écoute, il est patient, mais en même temps, il sait où il s'en va, mais en étant à l'écoute des gens. Mais il disait, c'est moi le leader, c'est moi qui est à la tête de cette ville-là, puis je vais l'amener. Fait que je me sens confiante. Catherine? Oui, ben moi, j'ai noté surtout écoute et remise en question. Oui, en tant que leader, il faut écouter les autres, les suggestions, tout ça. Oui, d'avoir son propre point de vue, mais d'être capable aussi de se remettre en question, puis de peut-être changer un peu notre point de vue par rapport à ce qu'on entend, puis ce qu'on reçoit. Fait que j'ai trouvé ça intéressant aussi d'entendre ça. Je ne sais pas si Virginie, tu es capable d'ouvrir ton son ou si ça te met en danger, là. Ah, là. On ne t'entend pas, Virginie, par exemple? Je me suis stationnée pour discuter. De mon côté, je me sens curieuse, en fait, parce que avant que je rentre dans le stage, je dirais que je suspectais qu'il y avait un lien, disons, en politique et système de la santé, mais je vois que c'est de plus en plus, interrelié, puis qu'on s'en sort pas, en fait, du côté gestion puis du côté macro. Puis je pense qu'il y a tellement à faire, mais qu'il faut rester patient puis comprendre, être empathique. Puis je trouve ça très, très inspirant que quelqu'un du milieu, justement, infirmier, d'être allé très jeune, très motivé. Ben, je trouve que c'est inspirant aussi pour, disons, ma génération ou pour des futures intentions un petit peu plus organisationnelles. Fait que je trouve ça je deviens de plus en plus curieuse, puis ça continue en fait cette lancée-là. Puis, mais je vous remercie beaucoup pour le témoignage, puis ça me fait beaucoup réfléchir. Merci. Jade? Oui, moi, ce qui m'a marqué, puis c'est aussi un sentiment plutôt, je pense que c'est le côté humble et l'éthique que vous dégagez. Je ne vous connais pas vraiment, je l'avoue tout de suite, parce que moi, je suis de Montréal. Donc, je ne connais pas vos politiques, etc. Mais la manière dont vous vous exprimiez, la précision que vous avez
fait au début de l'entrevue sur l'importance d'aller sur le terrain de manière quand même assez régulière et pas juste une fois pour faire bonne figure. Je ne sais pas, ça m'a touchée, puis je trouve que c'est quand même très empathique et éthique. Et j'ai l'impression que vous ne cherchez pas à simplement être une bonne image, mais réellement à être un membre de votre communauté actif et empathique à l'égard des gens qui vous entourent. Donc, j'ai apprécié. Je ne sais pas si, Pat, tu es capable de rallumer ou si tu es dans une poutre à pouvoir te mettre en danger. J'ai malheureusement dû vous abandonner quelques minutes pour des raisons je teste des patentes, puis mes moments sont bien ciblés parce que le monde ne sont pas disponibles tout le temps, puis j'ai eu aussi un problème de voiture, mais j'ai quand même écouté tout le long et je suis, encore une fois, comme le témoignage qu'on a eu hier, c'est rassurant de voir qu'il y a des gens comme toi à la tête de petites, moyennes, grandes villes de plus en plus qui sont soucieux du vrai bien-être de leurs citoyens. Moi, je suis de Montréal aussi. Je trouve que Mme Plante, qui, évidemment, c'est pas la même réalité, mais ça prend il faut vraiment avoir le cœur à l'ouvrage, puis on sent que vous l'avez avec, donc, je trouve ça magnifique et je comprends pourquoi Richard nous amène c'est ça, Richard, peut-être faudrait que tu nous amènes du moins bon monde. Comme ça, on pourrait avoir un vrai portrait de nos leaders au Québec. Mais bon, jusqu'à maintenant, c'est rassurant. Merci beaucoup. Merci, Pat. Gilles est là. Je pense qu'il est arrivé un peu à l'avance pour la rencontre. Il n'a pas été là tout le long, mais Gilles, si jamais ça vous tente de donner un petit commentaire, vous êtes le bienvenu. Mais Gilles, c'est une émotion, puis quelque chose que tu as retenu même dans le peu de temps. Alors, juste pour dire, Michael, Gilles Dupuis est professeur, il vient de prendre sa retraite à l'UQAM en département de psychologie. C'était mon directeur de thèse de doctorat en psychologie et il a fait le stage au Living Lab à une cohorte l'année passée, exactement à ce même moment l'année passée, et il était en stage avec l'ancien maire de Baie-Saint-Paul, Jean Fortin, il était avec lui. Donc, il a entendu beaucoup parler de Baie-Saint-Paul. Et Gilles, as-tu une émotion et qu'est-ce que tu as appris? J'ai sauté dans le train dans les 10 dernières minutes, à peu près 10-15 dernières minutes. Je pense que c'est un peu dit, mais Michael, tu donnes l'impression d'une sorte de force tranquille qui s'en va par là, puis tu casses pas des arbres, mais tu fais le chemin. C'est l'impression que ça m'a laissé, là, qu'il y a un objectif. On va passer comme ça, mais on va y arriver. Sans nécessairement marcher tout le monde et avoir des volontés ton trajet de cadavres, comme on dit des fois, parce qu'il y a des gens qui arrivent à leur but, mais l'hécatombe qui les entoure n'est pas nécessairement intéressante à voir. Je pense que ce que tu dégages, c'est pas justement ce tempérament-là, mais c'est le tempérament d'aller vers quelque chose, mais en consultation, mais avec aussi les gens qui sont derrière toi. Je pense que c'est ce que j'ai retenu de ces 15 minutes. Et si tu me permets, Jenny, donc, et pour conclure, on te lance la même question. Comment tu te sens après cette entrevue-là? Et si tu as une chose que tu as retenue de l'expérience. J'ai participé. Honnêtement, j'ai aimé participer à cette expérience-là. Puis je trouve ça intéressant de parler de nous, comment on a vécu les choses ici. Et je me sens utile parce que de voir que ça peut se transplanter dans d'autres milieux, de voir que d'autres organisations peuvent s'inspirer de nous, même s'il n'y a pas qu'une recette gagnante, mais de voir cette recette-là, ça peut marcher. Puis on parlait de d'autres urgences qui sont menacées de fermeture, tout ça. Donc, je me sens utile aujourd'hui de pouvoir témoigner de mon cheminement puis de la façon auquel
on travaille là, pour gérer une collectivité. Puis moi-même, j'aime ça participer et écouter ce type là, de justement vos balados, tout ça, là, vos podcasts. Ça m'arrive d'aller sur YouTube puis justement de regarder ceux qui ont été faits puis de les reprendre. Puis j'aime beaucoup lire aussi les biographies. Donc ça me permet aussi de voir les autres leaders dans la vie, là, comment ils ont marqué l'histoire puis comment ils ont réussi à faire cheminer la collectivité. Donc d'apprendre des autres, ben, je pense que c'est toujours intéressant. Michaël, c'était vraiment un grand plaisir de te recevoir en entretien aujourd'hui au Living Lab Charlevoix. Merci beaucoup pour ton temps. On en a appris énormément sur toi, sur la ville de Baie-Saint-Paul, sur Charlevoix et sur le leadership également. Et moi, j'en sors inspiré et moi aussi, je me sens en toute confiance. Et ça me donne le goût de vivre dans Charlevoix. Mais j'habite pas loin, là, pour te dire, OK? Mais à Beaupré. Mais ça me donne le goût, tu m'inspires, j'ai le goût d'aller chez vous, puis j'ai le goût de continuer à travailler chez vous. Et ça, c'est important. C'est important, je pense, quand le leader t'inspire à le suivre dans une direction. C'est vraiment inspirant. Michaël, on a plein d'idées aussi pour toi qu'on n'a pas eu la chance de parler, mais on va s'en reparler certainement, on va brainstormer. À tout moment, on est là à ta disposition. N'hésite pas. C'était vraiment un honneur de te recevoir. Merci beaucoup. Puis je suis sûr que notre gang de Quaticook va écouter ton entrevue avec grand plaisir. Merci beaucoup, au plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci.